à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo comme Vlogmas. En fait, je vais vous proposer plusieurs vidéos sur ce mois de décembre. Des vidéos à thème ou des vidéos bilan. En fait, en gros, des mini-vlogs bilan ou des vidéos à thème, comme je viens de le dire. Le titre, comme vous l'aurez vu, la thématique de cette vidéo, ça va être de faire correspondre un livre à une série. Je vais vous faire correspondre une série, un livre à une série à chaque fois. J'ai vu la série et j'ai lu le livre. Évidemment, sinon je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi j'ai fait ce choix. J'ai choisi des séries que j'aime et évidemment des lectures que j'aime. Je n'ai pas choisi des choses que je n'aimais pas, parce que le but c'est de vous recommander des lectures ou des séries. La première série que je vais vous présenter, il s'agit de Penny Dreadful. Alors j'espère que je vais pouvoir vous mettre des miniatures ici, je pense que je vais vous en mettre. C'est une série qui se compose de 3 saisons, il me semble. C'est une série assez noire qui se passe dans un Londres un peu poisseux, un Londres à la Mary Shelley, à la Frankenstein, avec des vampires, avec tout un univers de fantastique assez glauque, assez sordide. Avec une histoire très prenante. Elle est portée à l'écran, l'écran est crevé, j'ai envie de dire, par le duo que forment Eva Green et Josh Hartnett. Il y a également Timothy Dalton dans cette série. Je ne l'ai vue qu'une fois, mais je me rappelle que c'est une série que j'avais adorée, que j'ai évidemment tout vu, que j'ai adoré. Bon, j'ai un petit kiff pour ces acteurs particulièrement, mais le scénario est extrêmement bien construit. Et le réalisateur, dont je ne me rappelle pas le nom, j'ai pas regardé les noms des réalisateurs, je me rappelle que le réalisateur avait stoppé avant que ça ne devienne, que ça traîne en longueur, donc ça avait été une série vraiment, voilà. Si vous n'avez pas aimé, si vous n'aimez pas le côté fantastique, je vous déconseille cette série parce qu'on est vraiment complètement dans cet univers-là. Et il faut quand même être un peu accroché parce que c'était, dans mon souvenir, il y avait plein de passages bien flippants quand même. C'est très très sombre, c'est vraiment dans une ambiance extrêmement poisseuse et sombre. Donc voilà, faut voir si ça vous correspond ou pas. Bref, pour cette première série dont j'ai déjà beaucoup trop parlé, j'ai mis Lady Helen, la trilogie d'Alison Goodman. Alors c'est rigolo parce que j'ai mis, il y a 3 saisons et c'est une trilogie. C'est pas du tout fait exprès, ça ne se passera pas comme ça par la suite. Dans cette saga, on va suivre pareil une jeune femme, Londres 1812, on est à peu près sur la même époque, avec ce côté exactement pareil, avec ce côté fantastique qui est intégré dans notre monde actuel, avec un personnage au destin sombre et qui va devoir prendre des décisions très compliquées, Lady Helen. Et c'est un personnage que j'avais adoré, j'ai adoré la trilogie, j'ai adoré l'univers dans lequel c'est construit. Je crois que ça fait partie des sagas que j'ai terminé en 2023, mais j'ai comme un doute, je ne sais plus, les années se mélangent, mais je crois que c'est ça. Moi, c'est une de mes sagas chouchou et j'ai autant aimé, j'ai aimé évidemment les 3 tomes. La deuxième série que je vais vous présenter, j'aurais presque pu ouvrir le bal avec celle-là, évidemment, parce que j'en ai parlé en long, en large, en travers, et j'en parle encore assez régulièrement. Il s'agit de la série Buffy contre les vampires, qui est une série que j'ai poncée en long, en large et en travers, effectivement. Et qui n'avait pas la cote pendant des années et des années. C'est très drôle parce que regarder Buffy était signe d'être un peu un loser, et en fait aujourd'hui regarder Buffy est un signe d'être avant-gardiste, féministe, de ce dont je suis persuadée depuis le début, mais à une époque ça n'avait pas autant la cote. Donc évidemment je ne vais pas vous faire le pitch, je ne vais pas avoir l'affront de vous faire le pitch de Buffy contre les vampires, mais en gros si quand même je vais vous le faire. Il s'agit d'une jeune fille qui est promue à un destin incroyable, puisqu'elle va être la tueuse de vampires, et donc le destin du monde va reposer sur ses épaules. Pour aller avec cette saga, j'ai choisi Les Maîtres Enlumineurs de Robert Jackson Bennett. Pourquoi? Parce que dans cette trilogie, comme dans la série Buffy, qui d'ailleurs est composée de 8 saisons, je crois, 7, je ne sais plus. Ouh, j'ai comme un doute, il faut que je la revoie. On a pareil un destin qui est un destin incroyable qui s'annonce à cette jeune femme, mais pas que, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup... Alors attendez, mon chat mange la plante.
Mais pas que, il y a également énormément d'humour dans cette série, enfin dans la série et dans le bouquin, c'est-à-dire que tout ne repose pas sur la force incroyable des protagonistes, mais elle repose également sur une solide amitié, sur une confiance les uns dans les autres, et c'est ce que j'aime, ce que j'ai beaucoup aimé dans les deux, dans le livre comme dans la saga, c'est-à-dire que le héros ou l'héroïne n'est pas seul, et en fait c'est la coalition qui va faire qu'ils vont aller plus loin et qu'ils vont réussir à venir à bout de ce dont ils doivent venir à bout. Pour la troisième série, j'ai choisi la série Walking Dead, où bizarrement je ne suis pas à jour. Walking Dead est une série que j'ai découverte très tardivement, parce que pour moi les histoires de zombies c'était carrément inconcevable, et pourtant on m'en avait beaucoup parlé. Je voulais vraiment pas aller dans cet univers-là. Et puis j'ai regardé Walking Dead et j'ai découvert qu'en fait c'est bien plus complexe qu'une histoire de zombies, puisque en fait ce qui est intéressant dans les fins du monde, dans les postas et dans tout ce qui traite pendant l'apocalypse, après l'apocalypse, c'est ce que ça va déclencher chez l'humain, comment ils vont se comporter, et c'est très présent dans Walking Dead. Alors j'aurais pu vous mettre les comics qui vont avec, mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai vraiment voulu faire sur un roman, enfin une série, un roman, et j'ai choisi Silo, la trilogie Silo, Silo Origine et Silo Génération. Ici on va suivre une population qui vit dans un silo où tout un microcosme a été reconstruit. Vraiment, ça a un fonctionnement de ville, en fait, avec une hiérarchie et tout ça. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. On va en apprendre un peu plus au fur et à mesure des tomes, évidemment. Pourquoi j'ai fait ce parallèle? Parce qu'évidemment, il y a tout le côté posta qu'il y a dans Walking Dead et qu'il y a dans Silo, mais il y a surtout le fait que c'est très axé sur qu'est-ce qui se passe au niveau de l'humain. Parce que finalement, dans Silo, on s'en fiche un petit peu de ce qui s'est passé. Et dans Walking Dead, finalement, les zombies n'ont pas une part si importante que ça, puisque ce qui va être vraiment au cœur de la série, au cœur des bouquins, ça va être comment l'humain fait face à une fin du monde. Est-ce qu'il devient individualiste? Est-ce qu'il s'ouvre aux autres? Qu'est-ce que ça va générer chez lui? C'est une trilogie que je ne peux que vous recommander, évidemment, parce que c'est la trilogie du Go Away. Et si vous êtes fan de posta, elle est vraiment assez atypique, parce que vivre dans cette configuration-là, c'est très particulier en fait. Donc je peux pas vous en dire plus, mais bref, je ne peux que vous recommander cette trilogie, évidemment. Pour la quatrième série, j'ai choisi de mettre Desperate Housewives, qui est une série que j'ai adorée, qui a été très chère à mon cœur pendant très longtemps, qui a beaucoup de défauts. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est une série qui véhicule une image de la femme parfaite, qui peut des fois faire grincer des dents. Moi, je sais que c'est pas... mais c'est un peu le même principe chez Buffy, c'est des séries qui ont un petit peu vieilli, mais qui ont aussi des bons côtés. Ce que j'aimais beaucoup dans Desperate, c'est que c'est une série qui a pu me mettre dans des états pas possibles et me faire pleurer. Toutes les séries que j'ai nommées avant m'ont fait pleurer, mais la série de Desperate, il y a vraiment des épisodes qui m'ont touchée très profondément, et où je ne m'attendais pas à ce qu'elle tourne qu'elle aille dans cette direction-là. Ce que j'ai bien aimé dans cette série, c'est qu'elle a su s'arrêter, à mon avis, juste à temps, parce que ça aurait pu tourner au vinaigre. Et elle a eu son heure de gloire, donc il fallait qu'à un moment donné, ça s'arrête. Pour mettre en balance avec un livre, j'ai décidé de mettre 7 et Match de Liane Moriarty. Mais en gros, j'aurais pu mettre n'importe quelle Liane Moriarty. Alors, tout le monde le sait. L'autrice est souvent comparée à cette série avec ce côté petite vie de banlieue à l'apparence parfaite, alors qu'en fait il y a de sombres secrets. C'est bien plus complexe que ça. Ce qui est le plus révélateur au-delà de... Alors il y a 7 et Match, mais il y a surtout, c'est le bouquin qui est très flagrant au niveau de ce côté petite banlieue qui abrite le pire. C'est Le Secret du Mari, qui est le premier livre que j'ai lu de Liane Moriarty, bien avant de savoir qu'il y avait toute cette hype autour de cette autrice. Évidemment, il y a ce Petit Secret Grand Mensonge. Je n'ai pas vu la série, je suis pas sûre que je verrai la série parce que j'ai beaucoup aimé les bouquins, mais je trouve qu'ils se suffisent à eux-mêmes. J'avais pas particulièrement envie de pousser plus loin. On est vraiment sur cette ambiance, méfiez-vous des apparences. La série suivante, j'ai mis un livre en parallèle, mais c'est particulier parce que c'est pas vraiment au niveau de l'ambiance, c'est plus au niveau de ce qui va être mis en avant dans les deux séries.
La série, il s'agit de Bones, qui est portée à l'écran par David Boreanaz et une actrice dont je ne me rappelle plus le nom, j'ai honte, voilà. C'est un duo que j'ai énormément aimé. Bones aura été ma série de 2023 puisque je l'ai commencé, je crois, soit fin 2022, soit début 2023. Et j'ai poncé toute la série sur un an. Alors, je ne regarde pas énormément l'écran, mais cette année, je me suis remise à regarder des séries. J'ai été sérivore pendant très longtemps. Donc, j'ai emmagasiné beaucoup de séries télévisuelles, évidemment, pas des séries livresques. Et c'est pour ça que je pense que j'ai un petit crush pour les sagas, en fait, en livre, parce que j'adore ce côté où, quand on va dans une série, on s'y sent bien. Bones, ça a été super dur de la quitter. C'est une série que je n'ai pas voulu quitter à tel point que j'ai freiné des cas de fer pour la dernière saison, parce que j'adore ce binôme. Et ce que j'aime beaucoup dans cette série, c'est que la part des enquêteurs, la vie privée des enquêteurs est présente, mais elle ne prend pas, elle se dose bien avec la vie des enquêteurs, et c'est pour ça que, en contrepartie, j'ai mis les enquêtes du département V de Jussi Adler-Olsen. Là, je vous ai mis le premier tome, Miséricorde, parce que je trouve que Jussi Adler-Olsen équilibre bien cette part de, d'un côté, on a la vie des enquêteurs qui est très présente, et d'un autre côté, on a quand même l'enquête qui est super importante. Dans Bones, c'est pareil, il n'y en a pas un qui prend le pas sur l'autre. Et je trouve ça hyper intéressant, et ça se nourrit, ça vient se nourrir en fait, l'un nourrit l'autre. S'il y a trop de l'un ou trop de l'autre, le déséquilibre peut vite se voir, mais je trouve que ce n'est pas le cas ni dans la série ni dans le bouquin. Jussi Adler-Olsen est un auteur dont je ne parlerai pas parce que ça sera le sujet d'une autre vidéo, mais je ne vous ai pas mis n'importe quel auteur dans ce top. Évidemment, puisque j'ai mis des auteurs qui m'ont marqué sur 2023. Je ne sais plus si j'avais lu celui-ci en 2023, mais je sais que cette saga est une saga que j'adore. Je vois déjà se profiler la fin des tomes. J'en ai déjà lu 3. Alors ok, il m'en reste 7. Enfin, il y en aura 10 en tout, donc il va m'en rester 7. Mais je freine des cas de fer parce que, pour les mêmes raisons que Bones, j'ai pas envie de quitter cette team d'enquêteurs, que je connais à peine pourtant. Enfin, à peine. Je me suis fait quelques heures quand même avec eux. Mais j'ai un attachement très fort à Karl Mork et à Assad, et à Rose évidemment. Donc j'ai très envie de rester avec eux le plus longtemps possible. En 6e série, j'ai mis une série qui est très chère à mon cœur, j'ai l'impression que je dis ça à chaque fois, qui est très importante pour moi parce que c'est une série dans laquelle je me sens bien, une série où quand je n'ai pas le moral, je vais dedans en fait. Typiquement, ce début d'année a été assez difficile parce qu'il a été très dense, ce début d'année scolaire, et j'ai été replongée dedans avec plaisir. Il s'agit de la série Gilmore Girls, qui raconte l'histoire de cette mère et sa fille qui vivent dans ce village absolument improbable où les gens habitent à 3 pas les uns des autres, et où il neige pile au moment où on a envie, où il fait beau sinon tout le temps. C'est le village paradisiaque, c'est le village dans lequel on a tous envie de vivre, et en même temps je pense qu'on ne supporterait pas parce qu'en fait tout le monde connaît tout le monde et ça parle tout le temps. Donc en fait je pense que ce serait un peu insupportable, mais on aime bien l'idée. Pour aller avec ce côté très doudou dans lequel on se sent bien, parce que c'est ça qui est très fort dans cette série, je vous préviens tout de suite, si vous n'avez jamais vu, ça n'est pas le jeu des acteurs, ça n'est pas le scénario, c'est vraiment ce côté très doudou dans lequel on se sent bien. On a envie d'être avec ces deux protagonistes parce qu'elles sont agréables, on a envie de flâner avec elles dans les rues. Et donc, pour les mêmes raisons, j'ai mis Legends and Latte de Travis Baldree, qui est un livre que j'ai énormément aimé cette année, qui fera évidemment, je ne vous en cache pas, partie de mes coups de cœur 2023. Pourquoi j'ai choisi celui-ci? Parce que dans ce bouquin, ce que j'ai adoré dans cette histoire, c'est qu'on s'y sent hyper bien. Il y a une ambiance dans laquelle on se sent hyper bien, c'est hyper doudou. Vive est un personnage, le personnage principal est un personnage extrêmement attachant. Et en fait, on a juste envie de tout larguer pour aller vivre dans son village, pour aller dans son café. Vive, elle construit son café, c'est un personnage de fantasy qui va venir construire un café dans un monde de fantasy. Donc en gros, c'est de la fantasy doudou, de la fantasy douillette, de la fantasy vas-y colle-toi sous un plaid avec un chocolat chaud devant un feu. Bref, c'est de la fantasy, on est trop bien dedans. Donc, si vous ne connaissez pas, je ne peux que vous recommander avec ce côté vraiment extrêmement doudou. Surtout si ce qui ne vous attire pas dans la fantasy, c'est le côté je sors la grosse hache et je fends du crâne avec. Puisqu'on n'est pas du tout sur cette team avec ce bouquin-là.
En suivant, j'ai mis une série évidemment que tout le monde ou presque a vu. En tout cas, si vous avez vécu sur cette planète les 15 dernières années, vous avez forcément vu passer cette série. Il s'agit de Game of Thrones, qui est une série phare de la chaîne HBO, qui est une série phare du monde de fantasy. J'allais dire le Seigneur des Anneaux, non, c'est pas ça. Le Game of Thrones est une série qui a permis à tout le monde de la fantasy d'être légitimé quelque part, c'est-à-dire qu'avant cette série, la fantasy était un petit peu réservée aux gens. Alors, il y a eu ça, cette série, il y a eu le Seigneur des Anneaux, c'était un peu réservé aux gens qui aimaient bien les geeks, quoi, qui aimaient bien les livres un peu, bizarres, les gens qui lisaient des livres en plus, c'était des livres gris, comme les premiers de chez Terry Pratchett que j'ai. C'était pas des livres très glam qui donnaient hyper envie. Encore ceux-là, ça va, ils ont des belles couvertures, mais les vieux livres des années 80-90. Donc, Game of Thrones a vraiment changé la donne complètement dans le monde de la fantasy. Que ça soit au niveau des séries, elle a mis la barre très très haute. Au niveau du scénario, au niveau du gore, au niveau du bloc, au niveau de la fesse, au niveau du jeu d'acteur, au niveau du travail des décors, au niveau du travail des costumiers, de la musique, de tout. Tout est absolument incroyable dans cette série, sauf la fin. Évidemment, c'est pour ça que pour aller avec cette saga, cette série, j'ai mis le livre du trône de fer. Et oui. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup réfléchi et je me tâtais à mettre autre chose. Et en fait, le trône de fer, c'est les livres dont est inspirée la série. Et c'est pas la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. On a moins ce côté faisceau à l'air dans les bouquins. On est parfois un petit peu plus gore, mais pas tant que ça. Mais surtout, on a moins ce côté des fois vicieux qu'on peut avoir dans certaines saisons dans Game of Thrones. Et ça fait du bien parce que des fois, c'est carrément malaisant. Mais surtout, on n'a pas la même fin. Et oui, ma pauvre Georgette, parce qu'on n'a pas la fin. Et oui, parce que Georgie n'a jamais écrit la fin et que je pense qu'il a trop peur de se faire lapider à coups de bouquins, parce qu'ils sont très gros quand même, on dit pas lapider, mais de se faire assommer à coups de bouquins, parce que la fin de la saga, de la série est absolument détestable et n'a absolument rien à voir avec l'univers, enfin pas l'univers, mais avec tout ce qui est tramé, tout ce qui est distillé au fur et à mesure des saisons, tout ce qui est distillé dans les bouquins. Et là, c'est mâché, c'est écrabouillé en une saison. Bref, je ne vais pas faire une vidéo sur la fin de la série, mais en tout cas, si vous avez aimé la série, vous pouvez lire les bouquins, parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas racontées dans la série. Il y a plein de destins de personnages. Notamment, je trouve ça assez hallucinant, parce qu'il y a un personnage dont on n'a jamais vu le destin. Et un personnage à qui il arrive quelque chose dans la série, et dans les bouquins, c'est pas ça qui se passe. Ce personnage évolue différemment. J'ai toujours été dégoûtée parce que j'ai toujours trouvé que les bouquins, ils étaient trop bien et que ce destin était incroyable et ça changeait vachement de choses. Et je comprends pas pourquoi. Il y a eu ça, mais il y a eu aussi l'effet inverse. C'est-à-dire qu'il y a un personnage dans la série qui ne mourrait pas. Je ne parle pas de Jon Snow. Un autre personnage qui ne mourrait pas dans la série, donc il l'a fait ressusciter dans les bouquins. C'était très limite ça, mais bon, voilà, on lui pardonne. C'est Georgie, il est chouette, c'est Game of Thrones. Pour la petite anecdote, Game of Thrones, j'adorais les bouquins du Trône de Fer, et parce que j'avais pas celui-là, j'en avais un autre. Qu'est-ce que j'avais? J'avais un autre. J'étais une grande fan des... Ouais, j'avais d'autres livres, parce que je les ai relus en intégrale. J'adorais les bouquins, et la série Game of Thrones est sortie, et on m'a dit « Ah, tu devrais regarder la série », et moi je dis « Bah non, je n'ai pas du tout envie, ça me tente pas, quoi ». Jusqu'à la deuxième saison, où j'ai compris que Game of Thrones, c'était le Trône de Fer. Oui, ils avaient qu'à donner le même titre. J'espère que vous êtes encore là, parce que cette vidéo commence à être un petit peu longue. Il reste 2 titres et après je m'arrêterai là pour les recommandations. Une série, un livre. La série suivante, il s'agit de la série X-Files, qui est une série qui m'a terrorisée pendant très longtemps, qui est portée par 2 acteurs absolument incroyables à l'écran. C'est une série que je n'ai pas terminée, oui, parce que dans la dernière saison, David Duchovny a disparu. Pour une histoire de budget, pour une histoire de personnel, je ne sais pas, je ne sais plus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que du coup, j'ai jamais terminé parce que je trouvais que ça faisait vraiment genre... non, tu peux pas enlever ton personnage principal. Et donc, du coup, ce que j'aime bien dans la série d'X-Files, c'est pas celle-là dont je voulais parler, mais c'est pas grave, je vais finir par celle-là, c'est ce côté très pesant, ce côté très étouffant, alors qu'il a vieilli, certes,
mais avec ce côté paranormal. Évidemment, comme lecture paranormale, American Elsewhere de Robert Jackson Bennett. Je ris parce que je viens de tourner cette séquence avec un autre livre dans les mains. Voilà, j'avais pas le bon, donc j'ai fait non, c'était pas ça. American Elsewhere, qui raconte l'histoire de cette jeune femme qui hérite d'une maison dans une ville assez bizarroïde et où elle décide d'aller voir un petit peu qu'est-ce qui se trame, quelle est donc cette maison et qu'est-ce qui se passe dans cette ville où les habitants sont vraiment ont un comportement super chelou. Et clairement, ça pourrait ressembler à un épisode d'X-Files. Moi, je sais que ça m'a vraiment fait penser avec cette ambiance. Alors, le bouquin n'a pas vieilli parce que le bouquin vient de sortir. Mais il y a vraiment ce côté genre oppressant, étouffant qu'on peut retrouver dans cette série qui, je vous le rappelle, donc m'a terrorisée. Rien que d'écouter le générique pendant des années, ça me faisait peur en fait. Donc je n'écoutais même pas le générique, je disparaissais. Tellement j'avais peur de cette série. Et ça a été un petit peu justement, c'était rigolo de le regarder à l'âge adulte et de découvrir que, ok, c'est pas si flippant que ça en fait. Je vais terminer avec une saga qui est très importante pour moi, une série qui est très importante pour moi et une saga de livres qui est très importante pour moi. La série, il s'agit de la série Kaamelott d'Alexandre Astier. C'est une série que j'aime énormément. Pareil, j'aime tout dans cette série. La façon dont Alexandre Astier a fait tourner les scénarios petit à petit, où en fait on va venir vraiment, ça va devenir grave petit à petit. Je trouve que c'est incroyablement bien fait. Il a quand même réussi à nous passer d'un mini format, genre de 10 minutes avant les infos sur M6 il y a 15 ans, à des films, et surtout des films crédibles en fait. Et ça, c'est quand même assez incroyable. J'ai un attachement particulier à Alexandre Astier, forcément parce qu'il est musicien. Et j'aime beaucoup son parcours, j'aime beaucoup l'homme, j'aime beaucoup ce côté un peu touche-à-tout et très curieux et très érudit chez Alexandre Astier. La série est, je trouve, d'une grande qualité et si jamais vous vous arrêtez aux mini-épisodes, sachez que il faut aller plus loin parce que on va vraiment venir aller dans une profondeur des sentiments, une profondeur du scénario. Même si ça fait du bien aussi ces premières saisons très légères. J'aime énormément les jeux d'acteurs, d'ailleurs ça me fait tellement rire que ici, j'ai les bouquins des scénarios écrits, des textes et en fait rien que de les lire, je ris. Voilà. Je ris parce que c'est drôle. Donc, il y a cet attachement très drôle là. On a un dosage entre... Ça aborde des sujets quand même assez graves et en même temps fait avec beaucoup de légèreté. Et en même temps, pas que... il change de ton sans problème, Alexandre Astier. Et pour aller avec cette série, j'ai mis Les Annales du Disque Monde de Terry Pratchett qui avait cette force. Je vais essayer de ne pas pleurer, c'est assez incroyable. Je ne sais pas pourquoi ces derniers temps, à chaque fois que je parle de Terry Pratchett, j'ai envie de pleurer. C'est compliqué. Qui avait cette force assez incroyable de mettre un équilibre entre aborder des sujets graves et avec énormément de légèreté. Il nous dépeint un personnage de la mort qui est très, très, très touchant, qui est très humain. Terry Pratchett est un auteur qui était absolument incroyable, qui je pense reste pour moi devant l'éternel mon auteur préféré. Quand je vois ce que provoque chez moi l'évocation du personnage qu'il était, je vois bien qu'effectivement ça me touche énormément. Les Annales du Disque Monde, si vous ne connaissez pas, c'est une série de livres qui sont en lien, pas forcément, les uns avec les autres, mais d'une façon différente. Ils sont tous dans le même univers. Et en fait, vous avez différentes façons de lire les Annales du Disque Monde. Soit vous les lisez par thématique, soit vous les lisez chronologiquement. Je vous conseille de les lire chronologiquement et ensuite, si vous voulez, de les relire par thématique, parce que on va croiser quand même des personnages de différentes séries. Donc, il faut quand même garder un peu un fil rouge, comprendre dans quel univers on est. Il y a beaucoup d'humour. C'est une série de fantasy avec beaucoup d'humour. Je pense que je ne vois pas le quart des clins d'œil que Terry Pratchett fait dans ses bouquins, tellement il y en a, tellement c'est subtil. C'est bien traduit, c'est bien écrit, c'est absolument extraordinaire. Bref, si vous n'avez jamais lu, c'est pas le premier tome, je n'ai pas le premier tome. Le premier tome étant La 8e couleur. C'est le premier tome. Je sais pas ce que c'est le deuxième que j'ai pas, je crois que j'ai pas la 8e fille. Il me semble que c'est ça. 8e sortilège, la 8e fille, je crois que j'ai pas le 2 et le 3, voilà. C'est une saga qui est très belle, c'est une saga qui est très touchante et que je n'arrive pas à terminer. 2024 sera peut-être la saga où j'arriverai à dire adieu à Terry, je ne sais pas. Voilà, c'en est tout pour cette petite comparaison série-livre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu.
parce que j'ai plein d'idées qui m'ont été soufflées par certaines personnes du Patreon, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, comme ça je vous préparerai d'autres vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, si vous avez vu certaines de ces séries, si vous avez aimé ou non certains de ces livres-séries, et surtout si vous aussi, le générique de X-Files, vous filez carrément les miquettes, pas possible. Voilà, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne semaine, un bon mois, une bonne année. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!